nous allons parler du dernier des 3 volets du triptyque concernant les exercices spirituels stoïciens. Ce dernier volet, c'est celui de l'éthique. Vivre selon la justice, vivre dans la bienveillance. Qu'est-ce que ça signifie et à quel type de difficulté ce projet ou cet exercice nous confronte-t-il? Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut dire que ce domaine de l'éthique, à côté de la logique ou de la psychologie et de la physique, la discipline du moment présent dont nous avons déjà parlé dans une autre vidéo, le domaine de l'éthique, c'est le domaine de l'incertain. C'est ce que Pierre Hadot appelait la discipline de l'impulsion ou discipline de l'action. Alors c'est le domaine de l'incertain et c'est le domaine qui va exiger de nous le plus de subtilité parce qu'il concerne des choses qui dépendent de nous et des choses qui ne dépendent pas de nous. Et c'est là toute la difficulté, c'est un domaine mixte, si vous voulez. La logique ou psychologie s'occuper des choses qui dépendent exclusivement de nous. Nous en avons déjà parlé. Et la seule chose qui dépend véritablement, exclusivement de nous, c'est notre pensée. Ce sont nos jugements, nos représentations, tous les actes de l'esprit. La physique s'occupait des désirs que nous avons qualifiés, ou que les stoïciens qualifiaient d'inefficaces, parce qu'ils s'attachent à des choses qui ne dépendent jamais de nous. Et on a vu qu'il était sage d'y renoncer afin de mieux trouver sa place dans l'ordre et dans le cours naturel des choses. L'éthique, enfin, l'éthique est un champ de pratique mixte, disais-je, c'est le domaine des affaires privées, par exemple, familiales, ou professionnelles, politiques aussi. Donc, c'est un domaine où c'est l'ensemble des activités qui impliquent que nous fassions des choix efficaces, produisant des effets, mais où les choses ne dépendent pas seulement de nos choix. Et c'est ça, le domaine de l'action. Le cœur de cette pratique, c'est la culture de la vertu. Les Grecs employaient le terme arrêter. Arrêter en grec, c'est la vertu. Cette vertu, c'est essentiellement la bonne volonté, c'est-à-dire une volonté tournée vers le bien. La volonté de faire le bien des autres. Le sien, le nôtre, et celui des autres. Et il n'y a pas d'exclusive entre les deux. Marc Aurèle l'appelle justice, dikaiosune. Vous savez que Marc Aurèle est un empereur romain, mais il écrit et s'exprime en grec dans ses pensées. Sénèque l'appelait honestum, l'honnêteté en français. Bon, c'est l'un des noms c'est l'un des multiples, des innombrables noms de l'amour. C'est le sens du service. Alors je voudrais citer le livre 12 des Pensées, paragraphe 20. Marc Aurèle écrit: premièrement, rien au hasard, rien qui ne se rapporte à une fin. Deuxièmement, ne rapporter ses actions à rien d'autre qu'à une fin qui serve la communauté humaine. Voilà. Le verbe servir ici nous donne
crois, une définition particulièrement simple et claire hein, de ce que c'est qu'aimer, de ce que c'est qu'être juste, hein, de ce que c'est que la vertu. Alors nous sommes là sur des notions qui sont très lourdes de sens. Hein. Bon, la justice, peut-être pour la définir sommairement, en revenant à la définition qu'en donnait Platon, c'est la vertu qui consiste à donner, à rendre à chacun ce qui lui est dû. Voilà. Pour nous asseoir sur un mot dont le sens est précis. Et pour ce qui est d'aimer, évidemment, c'est un mot particulièrement équivoque, puisque on confond bien souvent l'amour et le sentiment amoureux. Eh bien, bon, vous le savez, les philosophes ont, depuis Socrate et Platon, je vous renvoie au banquet de Platon, l'un des plus beaux textes le plus beau texte, disait Nietzsche, de l'histoire de la philosophie, dans lequel, Socrate, on voit Socrate distinguer deux façons d'aimer, hein, au moins deux façons d'aimer. Il y a un amour fou, hein, l'amour passionnel, le sentiment amoureux, et puis il y a l'amour sage. Et c'est bien ce que désigne ou signifie le mot philosophie. On a beaucoup dit que la philosophie était l'amour de la sagesse, mais on peut aussi bien renverser la formule et souligner que la philosophie, c'est la recherche d'un amour sage, hein, pas simplement l'amour de la sagesse, mais la pratique d'une sage manière d'aimer. Et oui, parce qu'il y a des manières d'aimer qui ne sont pas sages du tout. Donc, en quoi consiste cette sagesse? Bien, voilà à quoi Socrate d'abord, et puis toutes les écoles de philosophie, dont les stoïciens à sa suite, se sont occupés. Alors pour aller plus loin, il faut bien distinguer la fin et le but de l'action. Le télos, pour parler grec, et skopos. Il y a deux mots différents en français, deux mots différents en grec, mais malheureusement, nous prenons souvent ces termes pour synonymes, équivalents l'un de l'autre. Or, les stoïciens nous proposent de bien les distinguer. Alors, quelle est la différence à faire? Pour le comprendre, je prendrai un exemple. Quand j'enseigne, puisque je suis professeur, donc dans le domaine de l'action, hein, là je parle de ma vie professionnelle, eh bien j'ai un but. Mon but, c'est de transmettre des connaissances, n'est-ce pas, en tant que professeur. Mais ce but n'est pas ma fin. La fin de mon action, eh bien, c'est la justice, c'est-à-dire donner à chacun ce qui lui est dû, c'est l'amour, si on veut le dire autrement, la bienveillance, faire le bien des autres, c'est servir. Servir, en l'occurrence, en tant que professeur, servir mes étudiants. Alors, on peut croire que ces deux choses, transmettre des connaissances et servir ses étudiants, soit une seule et même chose, mais rien n'est moins sûr. Je vais préciser mon exemple. Si je m'obstine à vouloir faire le bien de mes étudiants en leur transmettant des connaissances dont ils ne veulent pas toujours, ou ils ne veulent pas les acquérir par la méthodologie qu'on leur conseille, etc. Enfin bon, vous savez qu'il y a toutes sortes de manières pour un étudiant de résister à l'apprentissage qui lui est transmis. Eh bien, si je m'obstine, si je m'attache à mon but en dépit de ces obstacles, eh bien je risque de finir par faire le bien de mes élèves contre leur volonté. Hein. Et là, on risque de me reprocher mon zèle, on me reprochera peut-être mon rigorisme finalement, ma sévérité, mon manque de sollicitude,
etc. Et dans les cas les plus extrêmes, on me renverra à cause de la tyrannie que j'exerce sur mes étudiants, censément pour leur bien, hein, mais on me renverra non sans raison que l'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est-à-dire que ma bonne intention est en pratique un enfer pour mes élèves. Si vraiment je veux les forcer à travailler. Donc, il ne faut pas oublier que le but et la fin sont deux choses tout à fait différentes. Nous devons tenir à la fin, et la fin, Marc Aurèle l'écrit très clairement et très simplement au livre 5, paragraphe 33, il dit « Fais du bien aux hommes, fais du bien aux hommes ». Donc la bienveillance, veille à faire le bien. Mais ça ne veut pas dire qu'il faille absolument atteindre son but, poursuivre son but avec obstination à chaque fois qu'on s'en fixe un, même si on l'a fixé avec la meilleure intention du monde. Alors, ça ne veut pas non plus dire qu'il faut renoncer à ce but à chaque fois qu'il est exigeant, ça ne veut pas dire qu'il faut se contenter de faire plaisir aux hommes, ça ne veut pas dire qu'il faut se contenter de les flatter. Faire du bien aux hommes, ce n'est pas nécessairement leur faire plaisir ou les flatter, mais donc ça peut être quelque chose d'exigeant, mais qui doit exiger aussi de nous que nous soyons attentifs à ne pas les tyranniser. Donc, je dirais qu'ici, la notion centrale, qui n'est pas thématisée comme telle, c'est la notion d'empathie. C'est-à-dire qu'il faut être capable, pour exercer une bienveillance efficace, il faut au préalable être capable de se mettre en empathie, en connexion empathique, pour parler comme Marshall Rosenberg, afin de pouvoir ajuster le but à la fin et le cas échéant, afin de pouvoir renoncer à mon but sans rien lâcher de ma fin. La fin, c'est de faire le bien des hommes. Le but, c'est de rendre tel ou tel service concret. Mais si ce service n'en est pas un, s'il n'est pas vécu ou reçu comme tel par ceux auxquels je l'adresse, eh bien, la sagesse est d'y renoncer. On va approfondir un petit peu ce problème. Mais avant d'en reparler, je voudrais revenir sur la devise des stoïciens, je dirais le slogan, vivre une vie conforme à la nature. C'est la devise des stoïciens. Alors, ici, il est intéressant, pour comprendre la cohérence et le sens profond de cette devise, de ce slogan, qui nous sert de fil directeur dans les trois champs d'exercice spirituel stoïcien que nous avons essayé de décrire. Qu'est-ce que c'est que cette vie conforme à la nature ici, ou plutôt en quoi la vie bienveillante est-elle une vie conforme à la nature? Je veux dire qu'après Darwin, cette formule a de quoi nous surprendre, peut-être même nous choquer. Nombreux sont parmi nous ceux qui ont l'habitude de comprendre la nature plutôt comme un champ de bataille, à travers cette notion darwinienne de la lutte pour la vie,
nous sommes plutôt enclins à concevoir la nature comme un ensemble de rapports qui sont des rapports de compétition. Or, ce n'est pas du tout ce que suggère la pratique de la bienveillance en tant qu'elle illustre ce que pour les stoïciens est censé être une vie conforme à la nature. Donc, chez les stoïciens, la nature renvoie plutôt à des rapports de coopération. Donc, on a là, si vous voulez, par anticipation, une espèce d'anti-darwinisme. Alors, on pourrait se poser la question, pourquoi la nature nous invite-t-elle plutôt à coopérer qu'à nous disputer les uns contre les autres? Bien, ici, Marc Aurèle, au livre 4, paragraphe 24, fait référence à notre nature humaine qui ne peut pas se penser en dehors des relations sociales, des relations familiales d'abord, qui nous permettent de devenir ce que nous avons à être. Nous sommes, en tant qu'être humain, interdépendants. Aucun être humain ne peut devenir ce qu'il a à être sans entretenir de relations avec ses semblables. L'homme est fondamentalement un animal social. Un animal social ou sociable, même si certains sont très insociables. Alors évidemment, l'homme l'est d'une manière très différente des fourmis, par exemple, d'autres animaux grégaires, mais il est à sa manière, lui aussi, un animal social, et l'amour filial est quelque chose de particulièrement important, tout à fait essentiel, comme les psychologues modernes l'ont encore démontré. Un enfant qui vient de naître, par exemple, peut, à la limite, ce ne serait pas sans danger, mais il pourrait à la limite vivre quelques jours sans nourriture solide, mais aucun enfant ne vit, même s'il est nourri sous cloche, aucun enfant ne peut vivre, au sens biologique du terme, si on ne lui adresse pas la parole, s'il n'est pas caressé, s'il n'est pas aimé. Donc il y a dans l'amour une nourriture bien plus importante que la nourriture physique. Alors ça c'est... alors Marc Aurèle ne décrit évidemment pas cette expérience moderne, ou ce constat fait par les psychologues modernes, mais il a constaté la chose. Et il souligne l'importance des rapports d'amitié, des rapports sociaux, comme constituant notre humanité. Voilà. Et pour plagier un auteur célèbre, on ne naît donc pas homme, on ne naît donc pas homme, on le devient, et on le devient grâce aux relations que nous entretenons avec les autres. Alors la vie vertueuse, la vie juste, la vie bienveillante ne cherche pas à corriger la nature, elle en prolonge plutôt les tendances naturelles qui s'expriment par ce type de relation. Elle prolonge les tendances que la nature a mises en nous et conviennent à notre humanité. Donc la vertu, la justice, l'amour, enfin ce sens du service, ce que j'appelle volontiers pour faire court la bienveillance, ne consiste qu'à faire ce qui convient à notre nature humaine, que ce qui lui profite, que ce qui l'accomplit ou l'accroît. Donc, la vertu ne consiste qu'à faire ou à accomplir des actes convenables, ce que les stoïciens appelaient des katekonta. Ces actes convenables, c'est ce que, malheureusement, on traduit trop souvent par devoir. Alors je dis malheureusement parce que le devoir est une notion trop lourde de malentendu dans ce contexte. Le devoir
renvoie pour nous essentiellement à une contrainte. Mais ici, le mot n'a rien de contraignant, d'ennuyeux. Il renvoie simplement à ce qui convient, à l'intelligence de faire ce qui convient à notre nature humaine en tant qu'elle est sociable. Et donc, nous avons tout intérêt, communément, moi-même et autrui, à nous entraider pour devenir ce que nous avons à être. Alors, cet effort pour vivre dans la vertu, dans la justice, dans la bienveillance, dans l'honnêteté, voilà, selon qu'on parle comme Marc Aurèle, Sénèque, etc. Peu importe le terme qu'on privilégie, mais cet effort pour faire le bien se heurte à deux grandes difficultés qu'on pourrait essayer d'examiner un petit peu plus précisément avant de se quitter pour retourner à la vie. Alors le premier problème, c'est celui que j'évoquais tout à l'heure, c'est le problème de l'erreur. Malgré ma bonne volonté, je peux me tromper. Je peux me tromper sur ce qui est juste, sur ce qui est bien pour autrui. Et quand c'est le cas, je rencontrerai des obstacles, des résistances. Les autres ne se laisseront pas faire. Peut-être que j'aurai manqué d'empathie. C'est l'une des causes possibles, et c'est peut-être même la cause la plus fréquente de nos erreurs dans le domaine de l'action. Donc, ce domaine de l'éthique, ce domaine de l'action, c'est un domaine dans lequel nos choix ne sont pas certains, ils ne sont pas absolument vrais, ils sont seulement vraisemblables. Nous avançons dans une demi-obscurité, disons, que notre action est enveloppée de brume. Nous pouvons nous tromper. Alors comment le gérer? Il y a deux précautions à prendre. Bon, la première, c'est de ne pas renoncer au premier obstacle. Je lis les pensées de Marc Aurèle, livre 4, paragraphe 1. Marc Aurèle écrit que s'il se trouve un obstacle, on s'en fait une matière, comme le feu dévore les matériaux qu'on y jette, tandis qu'une petite lampe en aurait été étouffée. Mais le feu éclatant a vite fait de s'assimiler ces matériaux. Il les consume et grâce à eux, il s'élève davantage. Donc la première option, c'est une attitude qui consiste à voir l'obstacle ou la résistance comme un stimulant destiné à renforcer notre détermination, aiguiser notre persévérance, muscler notre volonté pour la rendre plus ferme. Dans ce cas, l'obstacle est ce que j'appellerais une épreuve. C'est pas quand nous parlons de traverser une épreuve, eh bien l'épreuve désigne toujours l'obstacle en tant qu'il est fait pour nous faire grandir, en tant qu'il est là pour nous faire grandir. Voilà. Les stoïciens avaient l'habitude de considérer une formule qu'on retrouve ici ou là, notamment dans les lettres à Lucilius, c'est l'idée qu'une volonté vraie est une volonté qui veut toujours la même chose. Voilà. Et bon, évidemment, la vie ne se laisse pas toujours faire, mais on peut considérer que ces résistances ont une vertu pédagogique. Mais
Que faire si les résistances persistent au-delà de toute mesure et si l'examen de conscience révèle que j'ai un tant soit peu manqué d'empathie, de sollicitude, si je me rends compte que je me suis trompé. Alors, les stoïciens ne sont pas des entêtés et ce ne sont pas des tyrans absolus. Le stoïcisme, et Pierre Hadot en parle avec une grande précision, le stoïcisme a fait l'hypothèse, dans ce cas de figure très particulier, de ce que on appelle la clause de réserve. Hypex aeresis, c'est la clause de réserve. C'est-à-dire, c'est l'idée que même si nous ne devons pas changer d'avis, ou changer d'orientation pour de faibles raisons, au risque d'être accusé de versatilité, de velléité, de procrastination, nous devons quand même aussi avoir le souci d'éviter l'accusation d'entêtement ou d'obstination. Et alors, c'est la situation particulière de chacun qui permettra d'en décider, mais en tout cas, sur le principe, les stoïciens font l'hypothèse de situations dans lesquelles les résistances passant toute mesure ou prenant moi-même conscience d'un doute, de l'idée selon laquelle peut-être ce bien que je veux faire aux autres ne leur est pas si profitable que ça, eh bien, je peux exercer ma clause de réserve et y renoncer. Alors, ce sont des situations très difficiles à gérer parce que le principe général que je viens d'évoquer, et qui consiste à se défier à la fois de la velléité et de l'obstination, ce principe très général est en fait très vague et très flou. Il faut, pour l'appliquer, beaucoup plus d'éléments que je n'en ai donné. Donc, c'est une affaire de casuistique, c'est-à-dire que c'est l'analyse au cas par cas des difficultés que la vie nous pose qui va nous permettre de trouver la bonne solution. Est-ce qu'au contraire, il faut persister ou est-ce qu'au contraire, c'est le moment de changer d'avis et de changer de cap? C'est le cas particulier de la situation dans laquelle on s'enferre qui va nous le dire. Et pour nous y aider, les stoïciens ont tout de même un conseil à nous donner. Ce conseil, c'est l'amitié. Alors, c'est ce que les philosophes appellent, en termes savants ou pompeux, la parénétique, c'est-à-dire la direction de conscience. Il nous est souvent difficile, à nous-mêmes, de voir si nous ne sommes pas en train de nous obstiner, de nous entêter exagérément, ou au contraire de voir si nous n'avons pas renoncé un petit peu trop vite à une difficulté qu'on pouvait vaincre, dont on pouvait venir à bout. Les autres, spécialement s'il s'agit d'un ami avisé, d'un sage, d'un stoïcien, d'un ami dans le bien, comme diraient aussi les bouddhistes, cet ami peut nous aider à y voir plus clair. Donc, faute de concepts précis nous permettant de régler ces difficultés, eh bien, nous avons ce conseil, mais qui n'est pas inutile, de nous entourer de bons amis et d'écouter leurs conseils, de tendre l'oreille à leurs conseils, même si effectivement le choix, la liberté du choix est entière pour nous, et c'est nous qui aurons in fine la responsabilité de ce choix. Υπεραγία Θεότου και σώσον
Alors le deuxième problème, c'est le problème de l'acrasie. Ce qu'on désigne sous ce terme technique, c'est la contradiction que vous avez peut-être déjà repérée, qui consiste à vouloir le bien et à faire malgré tout le mal, à voir ce qu'il faut faire et à faire malgré tout ce qu'il ne faudrait pas faire. Là, il y a une vraie difficulté qui avait été relevée par les stoïciens et qui me semble montrer qu'ils avaient compris le problème de ce que nous appellerions aujourd'hui l'inconscient, même si, évidemment, soyons clairs, les stoïciens n'avaient pas formulé ce concept. Mais l'idée est là. Si Socrate avait raison de dire que nul ne fait le mal volontairement, alors cela implique que ce que nous reconnaissons du bout des lèvres comme étant un mal, en réalité nous continuons de croire par-devers nous, au fond de nous, que c'est un bien. Donc on peut dire que les stoïciens ont repéré que notre vie morale s'effectue à différents niveaux de conscience simultanément, ce qui peut provoquer des contradictions et nous coincer dans une contradiction. Alors, je ne veux pas analyser plus profondément ce débat, cette question qui est une question théorique. Je dirais simplement que, pour reprendre les conseils des stoïciens, lorsque cette situation, lorsque ce cas de figure se présente et que nous ne trouvons pas les mots pour exprimer ce que nous identifions en réalité comme étant un bien et comme étant un mal, lorsque nous avons du mal à définir le bien et le mal de sorte que il en résulte une contradiction dans nos actions, eh bien la solution, c'est là encore le recours à l'amitié. L'amitié, la présence bienveillante d'un ami qui va nous aider dans cet effort de verbalisation. Et là, il y a peut-être aussi donc une invitation à revenir à la logique. Donc la boucle est bouclée, si je puis dire. Cette troisième vidéo du triptyque sur les exercices spirituels du stoïcisme nous renvoie à la première concernant la logique ou la psychologie, puisque ici toute la difficulté dans l'acrasie va être d'identifier des désirs. Ce sont ces désirs non identifiés qui polluent les jugements et faussent nos décisions. Ce sont eux qu'il va falloir identifier précisément, et j'espère que c'est à ça que peuvent nous servir nos amis au sens fort du terme, qui ne sont pas simplement des compagnons de plaisir, des compagnons de loisirs. Un véritable ami, c'est quelqu'un qui m'aide à y voir un peu plus clair en moi-même. Et si j'ai l'ambition d'être l'ami de tel ou tel, c'est aussi en ce que j'essaye de l'aider à y voir un peu plus clair en lui-même dans les contradictions, dans les difficultés de sa vie morale. Donc là, on a une définition très forte de l'amitié qui implique la conjonction de deux qualités particulièrement difficiles à faire tenir ensemble. C'est la bienveillance et le franc-parler. Voilà, alors sur ces difficultés qu'on pourrait encore préciser, analyser bien sûr, mais je mets un point à cette série de vidéos sur
triptyque et je vous souhaite de vivre bien.